Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un concept qui fait couler beaucoup d'encre, le GNL, ou gaz naturel liquéfié, dit neutre en carbone. Alors est-ce que c'est une véritable avancée pour le climat, une solution d'avenir, ou est-ce que c'est juste une nouvelle forme de greenwashing, un habillage écologique? On décortique ça ensemble. La question de fond, elle est là, juste sous nos yeux. Est-ce qu'un combustible fossile, qui par définition est une source d'émissions, peut vraiment devenir un allié du climat? C'est ce paradoxe qui est au cœur de toute la stratégie de l'industrie énergétique aujourd'hui. Alors, voici comment on va procéder. D'abord, on va s'interroger sur cette idée un peu folle d'un fossile vert. Ensuite, on va voir ce que cache la promesse de la neutralité carbone. On va décortiquer comment cette neutralité est calculée, ce qui est crucial, puis on verra comment on pourrait rendre ce marché plus crédible. Et enfin, on terminera par la réalité financière, et vous allez voir, les chiffres donnent le vertige. Allez, c'est parti. On attaque donc notre première partie. Comment en est-on arrivé à parler d'un combustible fossile vert? C'est toute l'histoire de l'attrait pour une contradiction qui, sur le papier, semble presque trop belle pour être vraie. Le contexte, il est simple. Plus les discussions sur le climat s'intensifient, plus l'industrie de l'énergie, qui repose en grande partie sur le gaz naturel, est sous pression pour trouver des solutions. Et c'est là qu'émerge cette idée, le GNL neutre en carbone. C'est un peu la réponse du berger à la bergère, face à l'urgence climatique. On enchaîne avec notre deuxième partie. Cette idée, ce n'est plus juste un concept, c'est devenu une promesse marketing très puissante. Et cette promesse a donné naissance à un tout nouveau marché, celui du GNL qui se prétend carboneutre. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, une cargaison de GNL neutre en carbone, c'est une transaction où les émissions de gaz à effet de serre générées tout au long de la chaîne sont, en théorie, annulées. Comment? Grâce à l'achat de ce qu'on appelle des crédits carbone, qui financent des projets de reforestation par exemple. Le point clé à comprendre, c'est qu'on n'élimine pas la pollution à la source, on la compense ailleurs. Ce chiffre, il est tout petit, mais il en dit long. Depuis la toute première transaction de ce type en 2019, seulement 14 cargaisons de GNL neutre en carbone ont fait l'objet d'un échange transparent. 14. Et pour vraiment mettre ce chiffre en perspective, regardez ce graphique. Ces 14 cargaisons dites neutres, c'est une goutte d'eau, une poussière, face aux plus de 5000 cargaisons de GNL qui ont été livrées en 2020. Donc on parle d'un marché de niche, c'est encore très très marginal. Troisième partie, maintenant, on va creuser un peu derrière cette belle étiquette de neutralité carbone. Qu'est-ce qui se cache vraiment? On va voir que le diable est dans les détails. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. Aujourd'hui, il n'existe absolument aucune définition standard, aucun consensus dans l'industrie sur ce qui fait qu'une cargaison de GNL est neutre en carbone. L'étiquette existe, oui, mais elle peut signifier tout et son contraire. Regardez ces deux exemples, c'est frappant. D'un côté, vous avez Shell qui dit compenser les émissions sur toute la chaîne de valeur, de l'extraction du gaz jusqu'à sa combustion chez le client final. De l'autre côté, l'entreprise Gera qui ne compense que les émissions liées à la combustion finale. Le résultat? On a deux produits vendus sous la même étiquette neutre en carbone, mais avec un impact climatique qui n'a absolument rien à voir. Quatrième partie. Pour comprendre ces énormes différences, il faut plonger dans la mécanique de la compensation. Comment est-ce qu'on calcule cette fameuse neutralité? C'est un peu la salle des machines du système. Alors, premier point technique mais essentiel, il faut parler en CO2, c'est-à-dire en équivalent dioxyde de carbone. C'est une unité de mesure qui permet de comparer l'impact de différents gaz à effet de serre. Par exemple, le méthane, qui est beaucoup plus puissant que le CO2. On convertit tout en une seule unité pour pouvoir comparer. Donc, quand on dit neutre en carbone, en réalité, on devrait dire neutre en CO2 équivalent. D'où viennent ces fameux crédits qui permettent de compenser? Eh bien, ils proviennent principalement de trois grandes familles de projets. D'abord, la réduction d'émissions. Par exemple, capturer du méthane qui se serait échappé dans l'atmosphère. Ensuite, l'évitement d'émissions. Financer un parc éolien plutôt qu'une centrale à charbon. Et enfin, l'élimination. Le cas le plus connu, c'est bien sûr la plantation d'arbres. Et parmi tous ces projets, ceux liés à la forêt sont de très loin les plus populaires. Ils représentent 42% des crédits émis ces dernières années. Pourquoi un tel succès? Souvent parce qu'ils sont moins chers, et puis, il faut le dire, ils véhiculent une image très positive de protection de la nature, ce qui est évidemment très attractif. Attention, un projet ne peut pas s'autoproclamer vert. Pour qu'il puisse générer un crédit carbone, il doit suivre un processus de validation assez strict, supervisé par des organismes de certification comme Verra ou Gold Standard. En gros, le projet soumet sa candidature, sa méthodologie est validée, on calcule précisément les émissions évitées, et c'est seulement après tout ça que les crédits officiels sont émis. Cinquième partie. Face à tout ce flou, à ce manque de clarté, la grande question c'est comment construire un marché qui soit crédible. Heureusement, des experts ont déjà un plan assez précis pour établir la confiance. Des chercheurs, notamment de la prestigieuse Université de Columbia, proposent une feuille de route en 4 points pour assainir ce marché.
Premièrement, créer une norme mondiale unique via un organisme indépendant. Deuxièmement, obliger les vendeurs et les acheteurs à être totalement transparents sur les coûts. Troisièmement, clarifier qui paye pourquoi. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, exiger des données réelles, mesurées et pas seulement des estimations sur un coin de table. On arrive à notre dernière partie. Et si l'on pense que ce débat est purement théorique, un truc d'expert, détrompez-vous. La pression climatique se traduit déjà par une réalité financière bien concrète qui se chiffre en milliards. C'est l'heure des comptes. La pression est devenue bien réelle. Des géants de l'énergie comme Total Energies sont maintenant forcés d'aligner leur stratégie financière sur des scénarios climatiques très stricts. Cette citation de leur rapport annuel le dit noir sur blanc. Leur planification à long terme est désormais basée sur des trajectoires compatibles avec l'accord de Paris. Ce n'est plus une option. Et ça a des conséquences financières massives. Regardez bien ce chiffre, près de 9 milliards de dollars. C'est le montant des dépréciations d'actifs, donc des pertes de valeur, que Total Energy a dû inscrire dans ses comptes pour la seule année 2020. Et cette perte colossale de près de 9 milliards, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient directement de la réévaluation de certains actifs, notamment les sables bitumineux canadiens, qui, dans un monde qui se décarbone, n'ont tout simplement plus la même valeur. C'est la preuve que la transition énergétique, ce n'est plus juste une idée, c'est devenu une ligne dans un bilan comptable. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui résume tout. Le GNL neutre en carbone est-il un véritable combustible de transition, une étape utile vers un avenir plus propre? Ou bien, est-ce que ce n'est qu'une tactique pour gagner du temps, qui détourne l'attention des pressions financières qui, elles, se chiffrent en milliards, pour une décarbonisation réelle et profonde? De la réponse à cette question dépendra une bonne partie de notre futur énergétique.